Eh oui, c'était Iggy Pop avec Lost for Life. Il est 12h07 et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bon appétit à toutes celles et ceux qui sont en train de déjeuner. Sinon, je reçois ma deuxième invitée dans ce joli plateau du Studio 10 de Radio Tunisienne International, la plus belle des radios. Nous allons parler d'un art souvent discret, parfois méconnu, mais d'une puissance émotionnelle et symbolique rare, la sculpture. Sous le titre « Ce que la main n'oublie pas », une exposition collective rassemble à la Marsa des sculpteurs tunisiens de différentes générations. À travers le bois, le marbre, le bronze ou la résine, ces artistes explorent la mémoire du geste, la transmission des savoir-faire et l'évolution d'un art en constante métamorphose. C'est une exposition qui rend hommage aux pionniers tout en offrant une scène aux nouvelles voix, un dialogue entre tradition et expérimentation contemporaine. Pour en parler, je reçois la grande Alia Hamza, journaliste, auteur et galeriste, qui signe le texte accompagnant cette belle exposition. Bonjour. Bonjour Mahdi. Comment ça va? Bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est toujours un honneur de vous recevoir sur RTCI. Ça me fait toujours plaisir d'être sur RTCI et de présenter les différents projets dont je m'occupe. Et voilà, et d'être reçu par toi, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. On va commencer sur le concept général déjà. D'où vient ce titre évocateur, ce que la main n'oublie pas? Que raconte-t-il selon vous? Ce que la main n'oublie pas, ou la main se souvient, parce qu'en fait on a donné deux titres à cette exposition en pensant que la main se souvient était peut-être plus facile à ne pas oublier. C'est la transmission. C'est la transmission. On a voulu rendre hommage à un art effectivement pas très déployé, pas très connu en Tunisie, bien que ça date des Romains. Bien sûr. On n'a rien inventé. Mais la sculpture n'est pas un des arts les plus courus, disons. Peut-être du fait de la difficulté, du fait du côté physique de la chose, du fait du matériel qu'il faut. Le côté technique aussi. Technique, matériel, matériaux. Donc voilà, nous avons voulu réunir 12 sculpteurs sur 50 ans de travail, 50 ans de carrière et d'exécution. Et nous avons commencé par tout seigneur, tout honneur, par le premier, le pionnier, qui était Hedi Salmi. Oui. Hedi Salmi nous a quittés il y a plusieurs décennies. Paix à son âme. Et de paix à son âme. Il y a eu une exposition hommage dont on n'a pas assez parlé, hélas, et à laquelle on n'a pas assez rendu honneur, qui a eu lieu à Dar el-Founoun. Et nous avons voulu, dans le cadre de cette exposition, commencer quand même par lui. Nous avons contacté la famille. Je voudrais remercier encore Sonia Salmi, sa fille, qui a bien voulu nous recevoir, qui a bien voulu nous confier quelques œuvres. Difficilement, je le dis, mais elle nous les a confiées quand même. Et donc voilà, c'était un peu le label et l'ouverture de cette exposition. Nous avons également un très grand artiste qui s'appelle Marzouk, qui est très connu parce qu'on lui doit toutes les statues de Bourguiba, les statues équestres de Bourguiba et tous les monuments urbains. Donc nous avons 12 artistes sur cette exposition qui date de 50 ans, d'il y a 50 ans à aujourd'hui. C'est pas mal quand même, hein? C'est beaucoup de travail. Un beau panel. Tout à fait. C'est un beau panel. Quelle a été la genèse de cette exposition? Comment est née l'idée de réunir ces artistes autour de la sculpture? En fait, c'est un peu la vocation de TGM Galerie. La galerie TGM se donne une vocation didactique et s'attache à présenter rarement un artiste, mais surtout une école, un mouvement, une époque. Donc nous avions commencé par l'école de Tunis, bien sûr. Nous avions poursuivi avec les rebelles, qui sont ceux qui se sont constitués et construits contre l'école de Tunis, en rejetant l'école de Tunis. Nous avons également réuni les peintres juifs de Tunisie, les peintres italiens de Tunisie. Nous avons rendu hommage aux pionniers, ceux qui étaient avant l'école de Tunis. Nous avons rendu hommage à ceux par qui tout a commencé, qui était l'école orientaliste de peintres qui ont travaillé sur la Tunisie. Nous avons réuni 5 femmes de même génération à l'époque, qui sont Faria Lakhdar, Aïcha Fileli, etc., de la même génération. Nous avions réuni également 5 peintres hommes de la même génération. Donc voilà, c'est un peu ça l'ADN de la galerie, de réunir un certain nombre d'artistes de même mouvance, de même inspiration, de même époque, de même travail. Bien sûr. Et c'est comme ça que nous avons voulu faire un peu un panorama de la sculpture en Tunisie.
Vous rappelez bien tout à l'heure que la sculpture n'est pas toujours la forme artistique la plus mise en avant hein, en Tunisie. Pourquoi, selon vous? Bon, les côtés techniques, Il y a le matériaux côté et tout, technique, il y a, bon, nous avons des peintres qui font de la sculpture, mais des sculpteurs purs et durs, il y en a très peu. D'accord. Nous avons des peintres qui déclinent leurs œuvres en 3 dimensions. Nous les avons invités également, comme Rim Karoui, comme Majd Zalila. Ce sont des artistes peintres qui déclinent leurs œuvres en 3 dimensions et donc qui donnent une autre dimension, qui font sortir leurs œuvres de la toile. Mais des peintres qui ne travaillent que le bronze, comme Hedi Salmi, ou que la pierre, ou que le marbre, il y en a très peu. Alors, quelle place occupe aujourd'hui la sculpture dans le paysage artistique tunisien? Est-elle en train de retrouver une visibilité, selon vous? On essaye, on fait tout pour, en tout cas. C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous... En fait, il y a tellement maintenant de nouvelles techniques, de nouvelles approches de l'art, comme les installations, comme les performances, qui ne sont pas des sculptures, mais qui sont des mises en espace, on va dire, de l'œuvre, que peut-être la sculpture risquait d'être un peu oubliée. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le focus dessus. Alors, l'exposition met en scène un dialogue entre plusieurs générations d'artistes. Tout à fait. Comment s'est faite cette rencontre entre les anciens et les plus jeunes? De façon assez cohérente. Bien évidemment, on a sélectionné les œuvres avec les artistes, on a choisi les artistes, mais ça s'est fait de façon assez cohérente. Pour passer de Hedi Salmi à Majd Zalila, c'était inouï, c'était invraisemblable. et pourtant, on les a mis dans la même salle, et ça colle bien, et ça marche bien, et ça ne dérange pas, au contraire, ça interpelle. Ça bien marié. Ça interpelle, ça interpelle. Qu'est-ce qui, selon vous, relie toutes ces œuvres, malgré leurs différences de style, de matériaux, d'approche? La volonté d'occuper l'espace, et non plus seulement les simèses, la volonté de sortir des murs, la volonté d'acquérir la 3e dimension, la volonté de se positionner dans l'espace, effectivement. Alors, le texte de présentation, on l'a bien vu, hein, évoque la main, la mémoire, le geste. Quelle dimension symbolique donnez-vous à cette idée de main qui se souvient? Parce que malgré tout, pour un sculpteur, quel qu'il soit, de quelle génération qu'il soit, il doit se référer au temps ancien, aux techniques anciennes, à la façon de couler le bronze, à la façon de tailler le marbre, à la façon de sculpter le bois. Il y a une technique ancestrale et millénaire à laquelle il doit se référer à un moment ou à un autre, quelle que soit son imagination, quel que soit son imaginaire, quelle que soit sa technique actuelle. On peut utiliser des instruments actuels, effectivement, mais par exemple, le coulage du bronze, on n'en sort pas. La sculpture du marbre, on n'en sort pas, même si on a des burins et des choses électriques au lieu d'être à la main. Plus sophistiquées, plus aisées à manipuler. Mais enfin, il y a quand même des références qui sont inoubliables. En quoi la sculpture, plus que d'autres arts, garde-t-elle une trace physique, presque organique, du geste de l'artiste? Ça s'abîme moins, on va dire, vulgairement parlant. Ça ne s'écaille pas, ça ne passe pas au soleil, comme certaines aquarelles, ça ne craque pas, comme certaines toiles, ça ne se déchire pas. Donc, ça reste dans le temps. Quoi. Voilà. Il y a un entretien quand même dans le temps pour ces sculptures. Oui, il y a quand même un il petit faut entretien. Nettoyer le bronze, nourrir le bois, lustrer le marbre, c'est certain. C'est vrai qu'effectivement, vous le soulevez un problème assez difficile parce que c'est très difficile maintenant de retrouver des artisans qui ne font que ça. Pour nettoyer les sculptures de Hedi Salmi qui avaient été enfermées pendant plus de 30 ans, c'était pas évident. C'était pas évident de trouver la personne qui puisse les nettoyer en respectant les moindres petits grains, les moindres petits détails. Alors vous parlez aussi comment dire, de la transmission des savoirs. Comment cette transmission se fait-elle aujourd'hui dans le milieu de la sculpture tunisienne? Je ne sais plus si elle se fait, parce que les grands maîtres, j'espère que Marzouk ou que les derniers grands maîtres continuent à enseigner peut-être. Je pense qu'il y a évidemment une section sculpture à l'école des Beaux-Arts, j'en suis tout à fait persuadée. Mais est-ce que cette transmission perdure? Parce qu'avec la résine, par exemple, ça n'est plus de la sculpture, c'est du moulage davantage, toutes ces nouvelles techniques. Nous, on va travailler, par exemple, ça, on ne l'a pas encore annoncé, on va essayer de faire une exposition sur le verre. D'accord. Le verre, c'est dessouffler le verre, ou bien couper le verre, ou graver le verre, ça n'est plus taillé. D'accord. En tout cas, on parle de cette exposition. Est-ce qu'elle peut être aussi être perçue comme un acte de transmission
un passage de relais entre générations. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça La main se souvient ou Mémoire de la main. Et on va faire un catalogue pour perdurer, justement, pour faire perdurer cette exposition et pour que ça reste une référence, qu'on y revienne. Tiens, Hedi Selmi travaillait par le goutte à goutte, Marzouk travaillait comme si, l'autre travaillait ainsi. Donc c'est assez... J'aimerais quand même vous citer les 12 artistes que nous avons invités et qui appartiennent tous à des générations différentes. Donc nous avons bien sûr Hedi Selmi, nous avons Heshmi Marzouk, à qui on doit la statue équestre de Bourguiba qui est sur la place d'Afrique. Nous avons Sahbi Chtiwi, qui est un très grand artiste qui travaille le bronze et qui est installé au Maroc depuis 25 ans. Nous avons Mohamed Rassen, qui lui par contre est venu d'Irak il y a 25 ans et qui s'est installé en Tunisie. Nous avons Mohamed Bouaziz, qui travaille le marbre. Nous avons Najet Grissi, qui se collette au fer et qui taille le fer, qui forge le fer avec beaucoup de poésie et de légèreté. Nous avons Omar Bey, qui est le plus insolite de nos artistes, qui travaille le fil de fer, qui travaille beaucoup de matière dans son vieux palais au Kram et qui travaille aussi sur les jeux d'ombre à partir de ses œuvres. Nous avons Noutaï El Belkhazi, qui est un ingénieur cinétique. Et lui, il fait voler l'acier, bouger le métal. Il est incroyable. Absolument incroyable. Nous avons Rim Karoui, qui, elle, donne effectivement 3 dimensions à sa peinture et qui travaille sur la résine. Mejed Zali, là de même, qui est un artiste qui non seulement qui donne 3 dimensions à sa sculpture, mais qui crée à partir d'objets anciens, à partir d'objets réformés, dont on se demande à quoi ils servent, arrive à faire des compositions sur un fond de tableau et donner aussi une certaine apparence originale à son œuvre. Nous avons Saïf Ben Hamad et Mahdi Shrif, qui sont les derniers arrivés. Saïf Ben Hamad travaille le marbre et Mahdi Shrif travaille le métal et le bois. Eh ben, bravo à tous ces artistes. C'était un joli panel. Il faut absolument aller voir cette exposition parce qu'elle date dans l'histoire de la sculpture et des arts. Comment voyez-vous l'avenir de la sculpture en Tunisie? Quel défi ou espoir portez-vous pour cet art? Le meilleur, j'espère, le meilleur. J'espère le meilleur. J'espère que d'autres artistes s'engouffreront dans cette brèche, d'autres artistes prendront la relève, d'autres artistes oseront affronter le métal, le bois, le marbre, le verre s'il le faut, la mosaïque, la résine, que tous aient le courage de le faire. Si vous deviez résumer ce que la main n'oublie pas en une phrase, que diriez-vous? L'harmonie. En un mot alors? En tout. Et pour ceux qui hésitent encore à y aller, qu'aimeriez-vous qu'ils retiennent ou ressentent en découvrant cette exposition? Qu'ils osent en se disant pourquoi pas moi. Alors Alia Hamza aussi, à part d'être galeriste, vous êtes aussi journaliste. Tout à fait, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, vous avez travaillé pour la presse. Je continue, j'ai toujours ma rubrique d'indiscrétion d'Elissa. Voilà. Et la page culture où je sévis. Qu'est-ce que ça fait d'être interrogé à votre tour par un journaliste? Pas toujours par un journaliste. Vous allez voir mon dernier livre où je raconte le jour où, et je raconte que... Alors je montre ça à la caméra, le jour où... Essayant d'interviewer un jour la reine d'Angleterre, je me suis retrouvée interviewée par elle. Et c'était assez insolite et déstabilisant. Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle donc Le jour où, chronique d'une journaliste nostalgique. Je pense que c'est plus de 30 ans. Plus que ça. Plus que ça. On ne va pas le dire, mais c'est plus que ça. En tout cas, ça fait très longtemps. Et vous avez réuni les meilleurs? Les choses les plus drôles qui me sont arrivées, les choses iconiques, le jour où je me suis fâchée avec Johnny Hallyday. Alors, on aimerait bien avoir 2-3 anecdotes quand même en exclusivité. Oui, bien sûr. Bien, je vous ai raconté celle de la reine d'Angleterre, effectivement. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan attendait un enfant et je lui demande bêtement « Qu'est-ce que vous espérez ?» Et il me dit « Un lapin ». Et depuis, je ne l'ai plus aimé. J'ai eu plein de petites histoires comme ça. J'ai interviewé Sir Abdelaziz Bouteflika, qui m'a fait une magnifique interview, mais qui me l'a reprise après, carrément, en me disant « Écoutez, vous m'avez fait dire trop de choses, je ne peux pas laisser passer ça, rendez-moi mon interview. » Et comment ça se passe dans ces cas-là? On est obligé de rendre, hein? On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Un président de la République, vous ne pouvez pas lui dire non. Et même après, ça n'a pas été publié? Non, jamais. Il ne l'a jamais rendu. Mais quelles sont les choses qu'il a dit qu'ils n'étaient pas disables? À l'époque, c'était très sensible. Les relations avec l'Algérie étaient très sensibles. Il était très en vue. Et donc, il n'a pas voulu. Mais c'était un amoureux de la Tunisie, hein? Oui, tout à fait. Il était très présent, d'ailleurs. J'ai rencontré à la plage, à Gamart, son frère, à un certain moment donné. Son frère venait, lui-même venait très souvent. Et je me souviens, quand Madame Bourguiba est morte, il est venu le premier pour présenter ses condoléances. Enfin, il était très proche de la Tunisie. Vous avez aussi rencontré Georges Pompidou?
Oui, Georges Pompidou. J'ai fait la visite officielle de Bourguiba à Paris et c'était absolument magnifique. J'ai fait la visite du président Ben Ali en Espagne. C'était aussi un très beau moment. Oui. Et qu'est-ce qu'on ressent en tant que journaliste quand on est entouré de tous ces hommes de pouvoir? De la fierté. De la fierté. Pas de la peur? Non, pas de la peur, de la fierté pour mon pays. Descendre les Champs-Élysées, vraiment entièrement pavoisé au drapeau tunisien, c'était un grand moment. Vous avez aussi rencontré Gérard Depardieu? Oui, Gérard Depardieu qui a été charmant. Par contre, il est toujours charmant avec les femmes. Hein. Par contre, Catherine Deneuve qui l'accompagnait dans ce voyage, c'était un voyage promotionnel. Oui. Catherine Deneuve qui était là avait été, elle, par contre, odieuse. Et je me souviens qu'il lui chuchotait « Souris, tu es payé pour ça ». Parce que ces gens-là sont payés pour venir pour ces opérations de promotion, ce que j'ignorais totalement. Et comment on se retrouve avec tout ce panel de personnalités? La Tunisie était au centre du monde. Pendant longtemps, la Tunisie a été au centre du monde. On a vu passer les plus grandes vedettes, les plus grands écrivains, les plus grandes stars, les plus grands hommes politiques. Tout le monde passait par la Tunisie. C'est vrai. Sophia Loren nous faisait des pâtes, des spaghettis avant d'accorder n'importe quelle interview. On a aussi Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud qui était venu chanter. Et ça avait créé un drame, d'ailleurs, je le raconte, parce qu'il chantait contre le sida. Il faisait une tournée contre le sida. Et à l'époque, il venait en Tunisie et il ne fallait surtout pas dire que le sida existait en Tunisie. Vous avez aussi rencontré le prince Albert de Monaco? Tout à fait, le prince Albert de Monaco qui se passionnait pour l'environnement et à qui on doit un parc à Sidi Bou Saïd qui avait été financé par la communauté de Monaco, par la principauté de Monaco. Et Monaco continue à être très active en Tunisie. C'est ainsi, par exemple, que j'avais suivi les travaux d'une placette à Mahdia qui avait été financée par Monaco. Et c'est méconnu du grand public, ça. C'est totalement méconnu, mais ils sont très actifs. Et là, vous avez dû le savoir, il va y avoir un concert des petits chanteurs de Monaco à la cathédrale de Tunis. Tout à fait, magnifique. Vous avez aussi, donc on a dit Jean-Paul Belmondo. Belmondo qui était venu avec Ursula Andress. Le grand Belmondo. Le grand et la grande Ursula Andress qui était magnifique aussi. Comment ça s'est passé cette rencontre? Bien, eux étaient charmants, elle aussi. Ils étaient payés pour ça aussi? Non, ils étaient, oui, invités, disons, on va dire ils étaient invités. J'ai eu une interview aussi, une autre de mes aventures, une interview de Absem Jalloud, qui était Premier ministre libyen à l'époque. Et j'y avais été avec mon rédacteur en chef, Mansour Ben Ahmour, avec le Nagra. À l'époque, on avait un Nagra à la presse, un énorme appareil. C'était une interview très délicate, c'est pour ça que je n'avais pas voulu la faire toute seule, très politique, très sensible. Comment on prépare des interviews comme ça? On prépare, on discute. Est-ce qu'on doit envoyer nos questions au préalable? À l'époque, non. Ah. À l'époque, non. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Nagra n'a pas enregistré. D'accord. Et on a donc on été obligé de se souvenir à nous deux des différentes réponses en ayant très peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ça a été aussi une mésaventure assez cocasse. Alors, vous avez aussi la chance d'avoir un tête-à-tête avec le grand Omar Sherif. Oui, quand il était venu pour le tournoi de bridge. D'accord. Il venait, c'était un bridgeur. Ça, les gens ne savent pas, peut-être. C'était un bridgeur passionné, un joueur passionné. Et l'interview avait très bien commencé et très mal terminé parce que son cheval qui courait avait perdu. Aïe. Et donc, du coup, il m'a presque renvoyé. Ça l'a mis de mauvaise humeur et il n'a plus voulu continuer. Alia Hamza, avec toutes mais je ne vais pas tout vous raconter, il faut lire le livre. Il faut lire le livre, là, on arrête. Je le montre à la caméra, d'ailleurs, le livre. Mais Alia Hamza, quand on rencontre tout ce panel de personnalités et tout, est-ce qu'on est obligé de faire avec les caprices des uns et des autres? Oui. Quels sont les plus gros caprices que vous avez peut-être rencontrés? Anthony Perkins. Anthony Perkins, je voulais l'interviewer à l'époque. Il avait joué dans ce film, je ne me souviens plus du titre, mais un film qui était totalement iconique et dont tout le monde parlait. Je vais retrouver le titre dans le texte. Et il était de passage, il était à ce qui était le Hilton à l'époque, qui est devenu Sheraton. Donc je demande mon interview, il m'a dit non, il n'en est pas question, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous à la Médina, le taxi n'est pas venu, la voiture n'est pas venue me chercher. Et j'avais à l'époque une vieille Jeep de l'armée. Et donc je lui dis, écoutez, je propose un deal, je vous accompagne, mais vous m'accordez l'interview. Et donc c'est comme ça que j'ai pu faire mon interview dans cette Jeep chaotante. Et lui a accepté à ce moment-là de répondre à mes questions. Mais j'imagine. Catherine Deneuve a été odieuse, parce que je lui avais demandé une interview. Elle m'a renvoyé tout à l'heure, après, dans un moment, pas maintenant. Pourquoi, au bout d'un moment, pourquoi parce qu'elle jouait un peu les stars. Et au bout d'un moment, elle me dit, bon alors c'est maintenant, tout de suite. Et je lui dis, je vais vous poser 3 questions.
seulement, je ne vais pas vous embêter. Et je commence par ma première question, qui était pour moi une question. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et elle me dit, ça y est, les 3 questions, c'est terminé. Ah, carrément. Donc j'ai arrêté, j'ai pas poursuivi. Comment on réagit quand c'est comme ça? Bon, je lui dis merci madame, au revoir. Et j'ai coupé l'interview, je ne l'ai pas faite. Au revoir et merci. C'était pas très professionnel, mais ça m'avait agacé. Bah écoutez, j'imagine que ça agace un peu quand même, hein, Oui. quand on a ce genre de caprice ou d'humeur, de mauvaise humeur. Oui, on a souvent affaire à des gens. D'autres, par contre, sont surprenants de gentillesse, de disponibilité, d'amabilité. Mais qu'est-ce que ça doit être passionnant de rester avec vous, de boire un thé, un café Et de lire mon et livre. de lire le livre aussi. Mais j'imagine que vos petits-enfants et tous sont passionnés de vous écouter. Ils sont ravis parce que je raconte toutes des histoires qui ne peuvent pas avoir vécu en Alors, me disant c'est formidable, mamie, tu as vécu des choses formidables. Une dernière question peut-être par rapport au livre et aux personnalités que vous avez rencontrées durant votre carrière de journaliste. Rencontrer des gens si importants et les voir évoluer dans le temps, est-ce qu'ils ont bien évolué selon vous? Ou est-ce que vous êtes déçu par certains? Non, la plupart ont fait avaient déjà une très belle carrière quand je les ai rencontrés et ont terminé de très belles carrières. Non, je ne me souviens pas d'avoir été déçue par quelqu'un. Ça vous a fait quelque chose, des pincements au cœur par la mort de certains? Oui, ça c'est certain, effectivement, parce que l'histoire aurait pu continuer, on aurait pu les revoir 20 ans après et refaire des interviews, voir où était leur... effectivement, mais non. Azine Alaya, que j'avais interviewé plusieurs fois et qui est partie très vite et de façon un peu brutale, effectivement, ça m'avait beaucoup touché. D'ailleurs, je vous le raconte, il va y avoir une très belle exposition à l'Institut du monde arabe sur Azine Alaya. Alaya, le Tunisien, son côté tunisien, qu'est-ce qu'il était, sa famille, ce qu'il vivait, son père, etc. Donc ça va être un très bel événement l'an prochain. Selon votre carrière journalistique très riche, est-ce que l'époque a changé? Est-ce qu'avant c'était mieux? Je vais passer pour une vieille dame si je vous dis avant c'était mieux, mais avant c'était mieux. C'était plus facile? Les gens étaient plus accessibles? Tout était plus facile. On réglait tous nos problèmes avec un coup de fil. Tout était plus aisé. D'ailleurs, Lotfi Ben Sessi qui illustre... On lui passe un grand bonjour. Qu'on lui passe un grand bonjour parce qu'il a merveilleusement illustré le jour où Lotfi Ben Sessi me disait « Je t'écoute parler au téléphone, c'est une vraie école parce que tu règles tous les problèmes au téléphone. » Et c'est vrai que... Et il me disait aussi en s'amusant « Tu préfères t'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. » Et à l'époque, on avait accès à Dieu et aux saints, ce qui devient difficile. Alors, vous n'êtes pas là pour le livre, mais on Non. a fait un peu la promo maintenant. Ça va sortir en librairie dans pas longtemps. Dans la semaine, Dans la semaine, oui. mais je vais vous réinviter, peut-être dans le mois qui suit, pour parler de ce livre qui est fort intéressant, de plein de petites anecdotes. Avec plaisir, Mahdi. Ça me avec fait grand vraiment plaisir. plaisir de parler de toutes ces anecdotes avec vous, Alia Hamza. Et ben voilà, écoutez, n'oubliez pas, merci beaucoup Ali Hamza d'avoir accepté notre invitation sur RTC. L'exposition Ce que la main n'oublie pas, qui a débuté depuis le 18 octobre et qui se poursuit jusqu'au 30 novembre. Jusqu'au 30 novembre, vous aurez le temps d'aller la voir, elle est magnifique, ne la ratez pas. C'est Alors, vraiment un moment de l'histoire de l'art en Tunisie. Exactement, tout ça nous rappelle combien la sculpture est un langage vivant, capable de transmettre mémoire, émotion et savoir-faire à travers les générations. Merci à Alia Hamza de nous avoir guidés dans cet univers artistique riche et sensible et de nous avoir partagé cette exploration unique du geste sculptural en Tunisie. Merci de m'avoir reçu, Mahdi, et à bientôt. Allez voir cette exposition, allez discuter aussi avec Alia Hamza qui est pleine d'anecdotes que j'aime beaucoup en tout cas. Et on se retrouve, on se redonne rendez-vous sur ce plateau pour parler de votre ouvrage, Le jour où, chronique d'une journaliste nostalgique. Ce sera dans quelques semaines sur RTCI. Tout de suite, Calogero et on revient en direct.